Bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Jewelski de Prod'imprat et je suis ravi d'animer ce panel sur les actualités et tendances du M&A dans l'infrastructure en France et en Europe. Et je suis encore plus heureux d'être particulièrement bien entouré puisque j'ai Marion Calcine tout au fond de chez Ardian, j'ai Pierre Benoît Dantenay de chez Raise, j'ai Thomas Picard de chez Lazare et Lucie Bossel de chez Oden. Qui vont échanger avec vous et entre eux sur effectivement les perspectives et les actualités du M&A dans le secteur des infrastructures. Alors, pour aller droit au but et sans perdre de temps, peut-être de manière un petit peu provocatrice, je vais me retourner vers Thomas et on nous dit que c'est terminé, le M&A dans les infrastructures, c'est la fin de l'Arche d'Or, il n'y a plus de méga deal. Il y a globalement une difficulté un petit peu accrue à lever du capital. Pourtant, il y a beaucoup de capital qui est en attente d'investissement. Et donc, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que c'est la fin on va dire, d'une tendance? Bonjour à tous. Alors, moi je dirais évidemment ce n'est pas la fin du M&A dans les infras. On est néanmoins, c'est vrai, à un point d'inflexion, me semble-t-il. Tu disais qu'il y a beaucoup de capital. Moi j'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez de capital en réalité. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'acteurs qui cherchent à en lever. Et les levées de capitaux se sont faites de manière plus lente, quelquefois plus difficile. Les fonds qui ont moins de track record ont du mal à lever. Ceux qui ont du track record lèvent, mais ça prend plus de temps. Quelquefois, les objectifs ne sont pas atteints. Et à l'inverse, on constate qu'il y a toujours beaucoup de besoins de capital, notamment par exemple dans le secteur de la transition énergétique. Et de ce fait, il y a un peu un disconnect entre l'offre et la demande. Et on le voit, les transactions M&A sont plus difficiles à réaliser, elles prennent plus de temps. Les processus d'enchères souvent tournent court. On a du mal à maintenir une tension concurrentielle dans la durée. On est passé dans un univers différent où les valorisations ont été corrigées à la baisse de manière importante, en lien avec non seulement l'évolution des taux d'intérêt, mais aussi d'autres facteurs spécifiques à certains secteurs, la hausse des capex par exemple. Et donc on est entré, me semble-t-il, dans un environnement de transactions qui sont moins nombreuses, qui se font sur des valeurs plutôt revues à la baisse et sur des périodes de temps qui sont plus longues. Voilà, néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les transactions continuent de se faire. Elles se font, par exemple, dans le secteur du côté, avec pas mal d'opérations de take-private qui ont eu lieu ces derniers mois, d'autres qui sont dans les cartons. Je dirais, il y a beaucoup d'opérations qui ont été reportées et qui devraient se faire dans les prochains mois. Donc, pour moi, il reste encore beaucoup d'activités dans ce secteur. Et la tendance du take private, c'est parce que le marché est le meilleur juge finalement de la valorisation et donc on anticipe un petit peu sur la baisse des valorisations et donc la capacité à faire ces opérations alors que les acteurs privés ont encore un petit peu de mal à atterrir compte tenu des tendances actuelles ou Alors oui, pour moi, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a un disconnect entre les valeurs sur les sociétés cotées par rapport à celles qui sont observées dans le M&A privé. Et ça, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. En 2021, si vous vous souvenez, on était dans une situation inverse où la bourse était à un niveau très élevé, le M&A était à des niveaux plutôt inférieurs. Le deuxième, c'est que dans l'infra, alors ça dépend les verticales de l'infra, mais là encore dans le secteur de l'énergie que je connais mieux, il y a des besoins de capital très récurrents, très importants, tous les 18 mois, 24 mois, pour les acteurs par exemple du renouvelable. Et la bourse n'est pas toujours à même d'y répondre. Elle expose les sociétés à un niveau de cours de bourse. Et donc celles qui n'ont pas notamment d'actionnaires de référence ont du mal à lever du capital. Donc la sortie de cote est une option pour elles pour résoudre de manière plus structurelle dans la durée leurs besoins de capital. Pierre, Marion, vous
pensez répondre un petit peu à ce nouvel environnement de quelle manière? Parce qu'effectivement, vous avez une pression de vos investisseurs qui sont probablement plus exigeants sur la manière dont vous allouez le capital et donc la manière dont ils vous le confient. Et quel est votre sentiment sur la tendance de marché? C'est bon. Alors, je partage l'opinion de Thomas. Il y a eu beaucoup moins de méga deals au cours des 2 dernières années qu'au cours des 5 années précédentes. Beaucoup de refinancements quand même, hein, donc des refinancements de taille, notamment en France. Donc du coup, un marché qui reste actif. À la vente, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins de candidats, des processus qui sont beaucoup plus longs. J'ai personnellement pas vu de process échouer chez nous, mais il ne faut pas être contraint de vendre. C'est-à-dire qu'on s'en sort avec des valorisations qui sont tout à fait honorables et pas décotées à mon sens, hein, pour les actifs qu'on a vendus. On a vendu notre exposition dans l'ISEA, qui est le rail entre Tours et Bordeaux. On a vendu récemment nos aéroports italiens, nos réseaux de gaz en Italie, et il y en a un 4e qui m'échappe. Mais donc on n'a jamais dû faire de compromis sur la valorisation. Néanmoins, il faut pour tous les actifs un processus qui est extrêmement structuré, qui peut être extrêmement long, et où on se retrouve à avoir peut-être 2 offres fermes à la fin, alors que dans le passé, on pouvait en avoir 5 ou 6. Donc plus de difficultés en fait quand même à closer des transactions. Je pense que l'environnement de taux plus élevés et renchérissement des capex force les industriels à faire des arbitrages dans leur portefeuille, c'est-à-dire que les besoins d'investissement, notamment en transition énergétique, sont massifs, mais l'argent étant cher, il n'est pas possible de conserver à la fois tout son portefeuille et de procéder à ces investissements. Et donc ça nécessite pour les industriels de faire des arbitrages qui sont assez importants. Et nous, en tant que fonds et investisseurs privés, pouvons en bénéficier à l'achat. Je pense que nous, Ardian, on n'aurait jamais pu acheter à Ferrovial en bilatéral leur part dans ISRO dans un environnement différent de celui qui a cours depuis 2 ans. Donc ça donne lieu, je dirais, à des arbitrages dans leur portefeuille qui nous représentent des opportunités et nous permettent d'accéder à des transactions à des prix qui sont plus intéressants qu'ils ne l'étaient par le passé. Un autre secteur auquel je pense qui nous est rendu accessible, nous on n'a jamais réussi à payer des primes de développement énormes pour des développeurs renouvelables. On n'a jamais réussi à payer des prix énormes pour des data centers. Donc le premier data center qu'on a fait, c'est cette année, et on l'a fait à 17 fois l'EBITDA, là où les comparables étaient bien plus élevés, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation face à un vendeur qui était en difficulté. Des secteurs comme ceux-là où historiquement il a fallu payer des primes énormes à l'entrée pour des développements qui sont finalement théoriques, nous deviennent plus accessibles. C'est-à-dire que je pense, et c'est ce que disait Thomas en creux sur le renouvelable, je pense que les marchés en général, privés, publics, donnent moins de crédit à une croissance théorique aujourd'hui que par le passé. Et donc ça favorise quand même des transactions à des prix plus raisonnables. Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Alors sur les actualités, évidemment je suis en totale phase avec mes collègues. Je pense que si on regarde juste les actualités sur le dernier trimestre et qu'on regarde les chiffres, on a 30% de baisse de transactions en moins en Europe, mais on a quand même 122 transactions pour un total de plus de 30 milliards, avec une grosse transaction qui est TIM, qui ne nous a pas échappé, de 20 milliards. Ça masque ce que tu disais, Marion, c'est qu'il y a moins de transactions, mais plus de refinancement. C'est très très visible dans les chiffres. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup d'actifs restent en portefeuille, dans les portefeuilles des fonds. Et on y verra, on y viendra, mais ça donnera aussi une tendance, puisque ces actifs, il y a un moment où il faudra quand même qu'ils tournent, et donc il faudra bien qu'ils reviennent sur le marché. De mon côté, je crois qu'il y a des statistiques qui sont plus difficiles à trouver, qui sont les statistiques du financement par des fonds d'infra, des CAPEX.
Tout le monde parle beaucoup de CAPEX, puisque en fait, la décarbonation, c'est quand même essentiellement des CAPEX. Et c'est 38 milliards d'euros, 38 trilliards d'euros qu'il va falloir faire, selon McKinsey, pour être net zéro en Europe en 2050. Ni les industriels, ni les États ne vont pouvoir le faire seuls. Et donc, il va quand même y avoir besoin de ces tiers financeurs, c'est-à-dire ces fonds d'infrastructure. Alors, ce que je vous disais, c'est juste difficile à chiffrer dans les deals, mais en tout cas, par expérience, on voit un pipe extrêmement large de deals. Non pas tellement de grands groupes qui ont besoin de financer leur propre CAPEX, parce que les grands groupes sont tous asset light. La plupart des grands groupes sont asset light. Mais néanmoins, les grands groupes ont récupéré dans leur bilan, par le truchement du scope 3, et donc dans leur bilan carbone, l'ensemble de leur chaîne des valeurs. Et chez les fournisseurs, il y a des vrais besoins de CAPEX pour décarboner le bilan des grands groupes, en tous les cas des chaînes de valeur. Donc ça, c'est un champ dans lequel les fonds d'infra sont relativement présents, mais pourraient être encore plus présents dans ce financement de CAPEX. Voilà, tout simplement. Donc à vous entendre, en fait, il y a une formidable opportunité de se substituer aux industriels, aux acteurs publics. Pas se substituer, hein, être... On va dire accompagner les acteurs, les autres acteurs privés et surtout les acteurs publics dans ce nouveau round d'investissement de CAPEX. Absolument, c'est ma conviction. Il y a un secteur... Non. Il y a un secteur dans lequel il y a des besoins d'investissement qui se mesurent en dizaines de milliards d'euros, voire en centaines à l'échelle européenne, c'est le secteur du transport d'électricité, transport et distribution. Il y a des besoins d'investissement qui sont colossaux. On ne voit pas trop ça en France parce que les acteurs sont publics et l'État, pour l'instant, il pourvoit. Mais on le voit en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Il y a une grosse levée de capital de Engie en Angleterre. L'année prochaine, Tenet, Amprion, Elia seront sur le marché pour lever du capital. Et là, il y a des besoins qui sont de plusieurs dizaines de milliards d'euros, avec un peu la question de qui va y subvenir. Ça nécessite la formation de consortiums entre des fonds. Et je trouve que ça pose la question de la taille des fonds. C'est-à-dire que les fonds, aujourd'hui, les grands fonds sont entre 10 et 30 milliards d'euros à peu près en taille, ce qui est déjà beaucoup. Mais ces fonds-là ne suffisent pas, de mon point de vue, à répondre à la demande d'investissement, notamment dans ce secteur de la transition énergétique. Je parlais des réseaux, c'est le cas évidemment de la génération. La génération, on l'a déjà vu, mais les besoins vont être de plus en plus importants. Et je rajoute un commentaire sur la taille des entreprises. Aujourd'hui, une boîte de taille moyenne fait, disons, entre 1 et 3 milliards d'euros de valeur, en valeur de fonds propres. Dans 5 ans, si elle tient ses promesses, elle vaudra le double. Des transactions sur des boîtes qui font plus de 5 milliards d'euros d'equity, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc il y a un peu cette question, me semble-t-il, de comment l'industrie de l'infrastructure va répondre à l'augmentation de ses besoins. Effectivement, quand on préparait ce panel, je mentionnais à Thomas la question de la valeur de sortie, c'est la question numéro 1 de nos comités d'investissement. C'est-à-dire que quand on commence à faire des transactions d'une certaine taille, l'enjeu, c'est à qui on va vendre et quand. Et donc, on a renoncé à certaines transactions, notamment récemment, qui risquent d'être trop grosses au moment où on les sortira du portefeuille. Je pense qu'une des manières de gérer les choses, c'est d'abord en tout cas nous, la façon dont on le fait, c'est que notre fonds augmentant en taille, on ne veut néanmoins pas changer de segment de marché, et donc plutôt que de faire 9 ou 10 transactions par fonds, on va en faire 12 ou 14 pour rester dans la même taille. Mais ça ne répond pas au problème que tu mentionnes, c'est-à-dire les sociétés deviennent de plus en plus grosses, et comment on fait je pense, alors nous, c'est pas notre segment de marché, les sociétés qui sont dans une certaine mesure stabilisées et qui ont une exposition qui est plutôt régulée, peuvent avoir plusieurs coactionnaires alignés avec une bonne gouvernance et des mécanismes de veto qui s'activent à 25% du capital, un peu comme ce que nous on a dans ISRO, un peu ce qu'il y avait dans CLH, je ne sais plus comment s'appelle CLH désormais, mais en tout cas le distributeur de produits raffinés en Espagne. Je pense que ce qui est nécessaire dans la transition notamment,
c'est la phase d'investissement pour une société, la phase d'investissement qui correspond à une phase de croissance de la société et potentiellement une phase d'investissement liée à la décarbonation. Ça nécessite d'avoir un actionnaire contrôlant fort. Une fois que cette phase est passée, pourquoi ne pas structurer une sortie où on vend plutôt à un consortium, où les fonds de pension... Enfin, maintenant que les taux d'intérêt baissent, et j'espère que ce sera durable, l'intérêt des fonds de pension pour l'investissement direct en infra va revenir et donc devrait permettre d'avoir des consortiums larges pour des actifs dérisqués d'une taille importante sur les marchés dans les années à venir. Enfin, c'est ma conviction, je ne sais pas si... Alors si la profession s'organise pour venir racheter des actifs de grande taille en consortium, est-ce que ça ne va pas finalement tuer la compétition ? Et donc est-ce qu'on n'aura pas, alors qu'on a des processus qui sont déjà un petit peu tendus en termes de tension concurrentielle, est-ce que finalement on va se retrouver avec finalement suffisamment de traction compétitive dans du M&A pour avoir des prix de sortie qui sont aux attentes de ce qui peut être espéré effectivement côté vendeur? C'est une bonne question. Nous, on est confrontés à cette problématique-là sur quelques gros dossiers en Europe dans lesquels, en fait, on essaie... La seule manière de faire l'opération, c'est de trouver un consortium, comme le disait Marion. Et évidemment, pour avoir de la concurrence, il en faut deux. Et donc former deux consortiums quand chaque consortium représente plusieurs investisseurs, c'est compliqué. Ça nécessite d'imposer des règles dans l'appel d'offres que les investisseurs ne suivent pas toujours. Moi, quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que les investisseurs n'ont plus de patience pour participer à un processus d'enchères dans lequel ils ne savent pas s'ils vont arriver au bout ou pas. En général, ils disent bon, bah, c'est l'exclu maintenant ou je m'en vais. Et donc c'est plus difficile. Ouais. C'est parce que peut-être les avocats coûtent trop cher, donc c'est pour ça que fondamentalement, ça... Mais Lucie, est-ce qu'effectivement, pour améliorer finalement le profil de risque on va dire de l'investissement, est-ce que comment l'assurance WNI a répondu à ces nouveaux enjeux, à ces nouvelles classes d'actifs, à ces nouveaux risques, notamment avec tout ce qui se présente pour la décarbonation, comment les assureurs, et donc au travers de ton intermédiaire, se sont organisés pour améliorer effectivement cette faisabilité d'opération? Alors déjà, je représente un courtier en assurance à Howden. Alors assurance, tout de suite en France, ça fait peur et clairement, normalement, la baisse d'attention est immédiate. Mais sachez que je parle d'une assurance qui n'est pas obligatoire. Donc, on ne parle pas d'assurance automobile ou habitation qui vous crée beaucoup et qui nous crée beaucoup de problèmes. On parle d'une assurance qui est purement facultative et qui est là pour apporter des solutions. Depuis 20 minutes, c'est vrai que j'entends beaucoup de craintes, d'espoir aussi. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des nouveaux acteurs comme les assureurs qui sont là pour également participer à cette transition énergétique. Il faut savoir que chez Howden, on a clairement cet objectif en priorité numéro 1 et on a une équipe transition énergétique qui est dirigée par Andy Cox, que certains peut-être connaissent, et qui a cette volonté de vraiment faire partie de cette transition énergétique. Et on a été le premier courtier à travailler sur justement la mise en place d'une assurance garantie d'actifs et de passifs, donc assurance GAP, assurance WNI pour ceux qui sont anglo-saxons dans la salle, Warranties and Indemnity Insurance, c'est exactement la même chose, des crédits carbone, parce que ces crédits carbone ont peut-être la réputation d'être un petit peu du greenwashing dans certains cas. Et donc, il y a un petit peu une perte de crédibilité sur ces sujets-là. Et donc, nous avons travaillé dans la mise en place d'une assurance GAP pour justement, dès lors qu'il y avait un auditeur qui était venu certifier la qualité des crédits carbone sous-jacents. Alors, en l'occurrence, là, c'était Cercarbono. Voilà, je vous donne des noms. Eh bien, nous avons réussi à convaincre un assureur d'assurer une transaction justement portant sur ces crédits carbone qui aurait... pour tout préjudice qui découlerait de cette transaction. Et donc ça, c'est vraiment une volonté. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'essaie d'avoir des exemples concrets sur quel est l'impact et l'implication de l'assurance que peut avoir l'assurance dans cette décarbonation. On a également
pu participer. Alors, je vais vous donner également des exemples concrets, parce que je pense que rien ne vaut des exemples concrets sur les data centers. Sur les data centers, c'est vrai qu'on met en place des assurances garanties d'actifs et de passifs, donc qui visent à couvrir les risques associés à une transaction. Un vendeur donne des déclarations, transfère un risque financier à un assureur, et donc lui limite sa responsabilité à 1 euro. Un acquéreur, lui, ira voir l'assureur pour se faire indemniser. Et dans un cadre de data center, il y a non seulement ces assurances gap qui sont hyper connues, je dirais, mais il y a aussi plein d'assurances de risques identifiés qui viennent répondre à des problématiques très précises. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Marion sur les data centers. Les risques fiscaux, par exemple, associés à la TVA dans une transaction qui implique des serveurs. Parfois, c'est pas évident d'identifier le taux applicable. C'est un risque que l'on a assuré. Une assurance alors qui n'est pas forcément en lien avec les data centers, mais plus largement, c'est pour vous donner des exemples. Certains cas de man-pack peuvent être assurables. En environnement, le risque de pollution associé à un incendie qui viendrait utiliser en fait un produit frigogène et qui viendrait ensuite dans le sol. Je vous répète ce que j'ai appris et qui n'est pas forcément mon cœur de métier, puisque je suis avocate comme Patrick à la base, donc c'est vraiment du technico-technique et nous avons des équipes spécialisées. Mais voilà, c'est des risques de pollution qui sont concrets, qui existent et qui, j'espère, vous parlent. Ce sont des risques de pollution que nous avons assurés, de même que des risques de pollution diesel lorsqu'on met en place des générateurs pour venir justement pallier ces pannes électriques ou ces pannes électriques suite à incendie. Et je terminerai par un risque title. Donc, ce sont des risques qui sont associés à la propriété et qui sont en fait très concrètement, par exemple, un risque ICPE ouvert à recours pendant les 4 mois qui suivent l'autorisation ICPE. Nous avons assuré ce risque à recours et qui a permis à un développeur de commencer ses travaux 4 mois plus tôt que la fin de ce recours. On vient garantir les risques CAPEX de l'opérateur et on vient garantir la valeur de la parcelle qui viendrait se faire challenger son autorisation ICPE. Donc tout ça pour vous dire que l'assurance, c'est une source de solution et pas forcément une source de problème comme on l'a tous en tête à titre personnel. Dès lors qu'on part du principe que les industriels n'ont plus la capacité de faire tous les CAPEX qui sont attendus, puisqu'ils ont plutôt une propension à vouloir être plus opérateurs qu'investisseurs, en fait, et avoir une exposition différente, que ce rôle, il est attendu des investisseurs privés, des fonds. Qu'est-ce que vous attendez des acteurs publics, de l'État, pour effectivement pouvoir, dans des nouveaux secteurs où notamment on parle de la décarbonation, et effectivement c'est une zone très importante d'investissement, mais qui est un peu en devenir, puisque c'est des risques qui sont moins bien connus, moins bien maîtrisés. Et donc qu'est-ce que vous attendez de la part des acteurs publics, puisqu'on est à Bercy, on sera peut-être entendu, qui puissent effectivement créer ce terrain favorable à la mise en œuvre de ces investissements? L'État fait beaucoup de choses sur la décarbonation, donc c'est quand même assez respectable. Je crois qu'en tant qu'investisseur long terme, et tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de la différence entre le coté et le non-coté, j'ai toujours été un fervent partisan de la création dans le non-coté, parce qu'on a le temps des décisions, on a le temps de voir venir, on a le temps on a le temps de travailler. Et en corroboration de ce temps, je dirais que ce qui est utile pour la création de valeur, c'est une stabilité réglementaire. C'est une grande pérennité des normes. Et quand on voit les économies qui fonctionnent bien, il y a un peu de temps, j'étais par exemple à Singapour, on a une certaine stabilité réglementaire qui fait que les acteurs privés sont confortables pour investir et sont confortables pour connaître des règles qui ne changent pas. Et ça, on en a, je pense, c'est la première des choses. Stabilité réglementaire. Évidemment favorable à l'investissement privé, mais on est quand même dans un cadre globalement favorable à l'investissement privé et très aidé par l'État. Je partage ce que tu viens de dire. Je pense que l'État a aussi un rôle d'innovation dans la façon dont les aides publiques vont être mises en place. Les aides publiques ou les
format de partenariat public-privé. Évidemment, tout le monde a en tête le fait que les concessions d'autoroutes viendront à renouvellement dans les années 2030. Quel sera le schéma concessif maintenant que la majeure partie du CAPEX est passée, est-ce que les concessions seront plus courtes? Est-ce qu'on essaiera de favoriser les véhicules électriques, par exemple? Y aura-t-il un rabais pour les véhicules électriques sur les autoroutes? Y aura-t-il une décote pour le covoiturage? Ça, c'est des sujets qui sont importants et où la responsabilité de l'État, c'est à la fois d'être leader pour favoriser la décarbonation et en même temps donner de la visibilité de long terme aux investisseurs privés pour pouvoir s'engager dans ces actifs-là. Voilà. Je rajouterais que le régulateur a un rôle essentiel dans les infrastructures pour permettre la réalisation des investissements qui sont nécessaires. Je donne l'exemple à nouveau du transport d'électricité. C'est un secteur dans lequel les retours prévus par le régulateur étaient historiquement calculés sur l'historique de l'environnement de taux. L'environnement de taux a changé, mais la rémunération de la base d'actifs régulés n'a pas suivi. Donc les niveaux de rentabilité proposés par le régulateur, je ne parle pas spécifiquement de la France, je parle de l'Europe, ne permettent pas de réaliser les investissements nécessaires. Donc il faut faire évoluer la réglementation dans ce sens, dans un sens plus favorable aux investisseurs. Ce n'est pas des décisions qui sont simples, elles ont des conséquences sur le coût de l'énergie. Et puis, par ailleurs, quelquefois, il faut créer une régulation qui n'existe pas. Je pense par exemple à l'exemple de l'hydrogène ou de la capture de carbone. Est-ce qu'il faut une base d'actifs régulée qui s'inspire de ce qu'on a pu observer dans le gaz et dans l'électricité, ou d'autres mécanismes? En tout cas, il en faut, parce que s'il n'y en a pas, il n'y aura pas d'investissement. Donc voilà, ça c'est, je pense, des questions importantes pour les années à venir. J'allais rajouter quelque chose sur le fait que le rôle des investisseurs privés change également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Et ce que m'inspire aussi le fait que le marché M&A soit ralentisse, enfin que les transactions faciles ne soient plus faisables, le rôle des investisseurs privés change également. Je pense fondamentalement que l'ère de l'argent peu cher étant finie, il faut apporter de la valeur aux usagers, à nos investisseurs, qui est différente et qui n'est pas financière. Nous, on a cette conviction-là que, en tant que... Quelqu'un d'autre le disait dans un panel plus tôt, on gère des milliards. Enfin, on a un impact sur la société et l'économie qui est similaire à l'impact d'un gros industriel. Donc on a une responsabilité vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des retraités qui investissent dans nos fonds, qui est massive. Et donc du coup, cette responsabilité-là, c'est celle de faire évidemment des plans de transition, de décarbonation dans tous nos actifs d'infrastructure. C'est aussi d'être à la frontière de l'innovation. Je pensais en fait au fait que notre métier se complexifie et devient plus industriel. Nous, en tant qu'opérateur d'infrastructure, on a accès à énormément de données de nos autoroutes, de nos actifs renouvelables, etc., qu'il faut exploiter et qu'il faut pour optimiser ces actifs-là et les aider à se décarboner. Et donc, chez Ardian, c'est un peu un sujet un petit peu connexe, mais je pense que c'est important. On a intégré une équipe de data science qui récupère des données, les analyse et fait des analyses de données de portefeuille et des analyses prédictives pour améliorer à la fois la façon dont nos actifs fonctionnent, mais aussi monitorer le risque auquel ils sont soumis. Je pense notamment au risque de volatilité des marchés de l'énergie. Et donc ces outils-là nous permettent de passer dans une autre dimension, c'est-à-dire que certes, le marché est potentiellement différent de ce qu'il était historiquement, et maintenant, charge à nous de construire des actifs bien plus complexes, bien plus ambitieux, et qu'on revendra après une fois que le plan de transition sera dérisqué. Et donc, je trouve vraiment que le rôle d'investisseur a changé de façon drastique au cours des dernières années. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de faire du M&A parce que les taux sont bas.
il faut vraiment développer un actif avant de pouvoir le revendre et pour créer de la valeur pour nos investisseurs. Donc vous allez tous devenir des fonds à impact, en fait. C'est ce qui va se... L'investissement en infrastructure, c'est un investissement à impact. D'ailleurs, oui. C'est pour ça que nous, on a des fonds article 8, article 9. Mais je pense que vous investissez dans une autoroute ou un aéroport, c'est un investissement à impact. Vous devez, de toute façon, donc c'est consubstantiel l'investissement en infrastructure. Voilà. Pierre ? Non. Tout à fait d'accord. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Marion, et je suis totalement d'accord sur l'innovation et sur aussi l'importance des données collectées. Et donc, dans mon rôle de courtier en assurance aussi, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille également, sur justement créer des assurances qui sont basées sur des index, sur la base de données solides. C'est ce qu'on appelle les parametric insurance. Et donc, du coup, en fait, on vient assurer... alors, je vais vous donner un exemple concret avec, encore une fois, mes mots à moi. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dans le cadre de cette parametric insurance, une prise en charge automatique en cas de éruption volcanique dans les pays nordiques, d'un certain nombre de volcans. Et dès lors qu'en fait, il y a un certain nombre de pollutions dues à ces éruptions volcaniques, en fait, il va y avoir un versement immédiat d'indemnité d'assurance à la Croix-Rouge danoise, permettant une réponse immédiate aux sinistrés qui sont touchés par ces éruptions volcaniques. Évidemment, on est en train de dupliquer ces parametric insurance dans des secteurs, on va dire, humanitaires, pour en fait permettre aux populations touchées par des désastres météorologiques avec on va dire, un index objectif de données météorologiques objectives collectées depuis des années. Dès lors qu'il y a un seuil de dépassé, ça veut dire qu'automatiquement, les personnes qui auront souscrit ces assurances recevront une indemnité d'assurance pour qu'immédiatement, il y ait une réponse à ces risques météorologiques. Alors là, je dis la météo, mais en fait, ça se duplique évidemment, par exemple, dans un cadre où il n'y a pas assez de vent pour faire tourner les turbines et que du coup la production est impactée, et bien en fait automatiquement ça voudrait dire une prise en charge automatique par l'assurance. Et c'est sur ce genre de produit que les équipes de Parametric Insurance travaillent pour répondre à la demande justement des investisseurs. Vous avez peut-être des questions dans la salle. Alors peut-être que... Pardon, juste... Vas-y, Pierre. Non, mais on peut peut-être... Parce qu'il y a aussi dans le titre, il y a tendance. Donc on peut peut-être s'enthousiasmer pour un certain nombre de choses. D'abord, les progrès de l'assurance qui nous simplifient la vie. Ensuite, certaines classes d'actifs qui sont en ce moment un peu bouillantes. Tu parlais des data centers, de l'arrivée de l'IA. Peut-être de l'arrivée de l'IA dans les processus M&A, ça c'est plutôt à vous, les avocats et les banquiers, de nous dire ce que ça va changer, est-ce que ça va nous simplifier la vie, est-ce qu'on va passer moins de nuits blanches à faire un deal, est-ce qu'on va dealer plus vite ou pas, ça serait quand même un sujet à creuser. Et puis peut-être se dire que logiquement, alors je ne sais pas ce qu'en pense la salle, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Alors, un ami banquier présent dans la salle me rappelait qu'il y aurait des élections en 26-27 en France. Donc, les bons gestionnaires de portefeuille pourraient avoir intérêt à céder quelques actifs avant 2026-2027, juste pour avoir un flux. Les taux baissent, on devrait avoir plus de transactions. Les prix, j'en sais rien. Thomas, c'est à toi de nous dire. Bon, il y a quelques éléments qui font quand même que normalement, le marché du M&A devrait reprendre en 2025. Oui, alors moi, je vous donne mon sentiment, mais évidemment personne ne le sait, mais le ralentissement du M&A qu'on a observé là depuis 18 mois va créer un effet backlog. On s'en parlait en préparant cette intervention. Il y a beaucoup de transactions qui sont reportées et qui vont, je pense, se faire en 2025 et 2026. En effet, dans le cas de la France, il y a l'échéance de 2027 qui crée
quelquefois des incertitudes, des risques qui peut justifier de transacter auparavant. Mais je dirais il y a surtout un effet backlog. Donc je pense qu'il devrait y avoir une reprise significative du M&A en particulier le secteur des infras, évidemment accompagné par cet environnement de baisse de taux. On verra demain soir les conséquences, enfin peut-être qu'on verra pas d'ailleurs, de l'élection américaine. Mais je pense que Des infos. J'ai pas d'informations. Je pense qu'on devrait voir une reprise significative de l'activité du fait de ces fondamentaux. Peut-être pour répondre sur la question de l'intelligence artificielle, bon, c'est évidemment un sujet qui préoccupe les conseils, il y en a beaucoup, je pense, dans cette salle. Nous, on s'interroge sur comment accompagner et anticiper ce mouvement. Oui, ça impacte notre métier. J'allais dire, on essaie nous-mêmes, bien sûr, de l'utiliser à notre bénéfice. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je trouve, n'est pas encore au niveau qui nous permettrait réellement de s'appuyer dessus. C'est un outil de recherche, enfin moi je le vois comme ça, mais je pense que notre métier va être impacté, celui de conseil juridique aussi, il l'est déjà dans une large mesure, et celui d'investisseur également. Oui, alors effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé en préparation, mais nous, on a créé une IA générative, parce qu'évidemment, on peut pas, vous n'allez pas dropper vos contenus de data room sur ChatGPT, c'est pas possible, pour des raisons évidentes de confidentialité. Et donc, on a créé une IA générative chez Ardian, et je l'ai testé la semaine dernière en mettant toute la documentation qui avait été soumise à un board dont je fais partie et qui m'a fait un résumé qui était quand même diablement convaincant. Donc, ce que je pense en revanche, c'est que évidemment, cette IA générative ne peut pas aller siéger à ma place dans le board et donc tirer les conclusions et échanger avec le management et les autres board members. Et ce que je crois aussi, c'est qu'effectivement, c'est pas assez avancé, notamment sur la modélisation, pour qu'on puisse... il faut donner du sens à un modèle financier. Il faut comprendre ce que ça veut dire, les grands enjeux, etc. Et donc, je pense qu'on n'est pas encore au stade de remplacer nos analystes. Je pense que c'est pas souhaitable, parce qu'il faut une trajectoire d'analyste financier pour devenir, après, un bon managing director aussi. Pour comprendre un projet, il faut en avoir vu les différentes étapes. Ce sera un appui qui sera considérable, notamment sur le reporting, je pense, qu'on fait à nos investisseurs. Ça va nous simplifier la vie à bien des égards. Mais la supervision, le contrôle, la confidentialité restent des thèmes qui sont si importants que je ne pense pas qu'on sera forcément remplacé tout de suite. Voilà. Reporting qui sera fabriqué par l'IA et lu par l'IA. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes ? Laurent Fortune, société Kevin Speed, qui est du ferroviaire. Depuis 4 ans, il y a un mégatrend en Europe qui est qu'ils se vendent beaucoup moins de voitures qu'avant. À peu près 20-30% de moins, ce qui fait à peu près 10 millions de voitures qui manquent aujourd'hui en Europe par rapport au trend précédent. Est-ce que ce trend-là, ça va créer des opportunités en matière de M&A en Europe ? Alors c'est une question difficile. En général, dans toute évolution, moi j'ai observé qu'il y avait des opportunités. Donc il faut simplement être au bon endroit. Donc si le nombre de voitures diminue, j'imagine qu'il vaut mieux faire autre chose que de la fabrication et de la vente de véhicules. Mais blague à part, effectivement, le transport évolue. Moi, pardon, c'est un secteur que je connais moins, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a d'autres modalités de transport et de mobilité qui vont se développer et qui créent autant d'opportunités potentiellement d'investissement dans des modèles infra, puisque c'est quand même le thème de la présentation d'aujourd'hui. Et donc pour moi, la réduction du parc automobile, ça crée également des opportunités, notamment dans le ferroviaire. Vous devez en faire l'expérience vous-même.
et dans d'autres modes de mobilité, c'est des modèles qui n'existent pas encore. Donc évidemment, il faut être prêt à prendre le risque. Mais enfin, moi, je le verrais plutôt positivement. Je me tourne vers mes camarades. Aussi, j'espère. Non, mais en tous les cas, c'est vrai que les deux secteurs, le rail et l'automobile, sont quand même en ce moment, devraient fournir beaucoup de M&A en général. Pardon de ne pas être très précis, mais ma conviction. Peut-être dire un mot quand même rapidement. On n'a pas beaucoup parlé de décarbonation. On l'a fait un petit peu, Pierre, merci de l'avoir mentionné. Moi, je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas assez de capital pour investir dans des actifs carbonés. Parce que la décarbonation, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir on parlait article 8, article 9, qui veulent investir dans des actifs propres. C'est formidable. Mais il faut aussi décarboner les actifs existants. Et il y en a beaucoup. Moi, je suis frappé qu'à chaque fois qu'on est chargé de trouver des repreneurs pour des actifs qui ont une forte empreinte carbone, et donc qu'il faut accompagner dans leur transformation, là, il y a beaucoup moins de monde. Et ça, je trouve ça dommage, parce que la réalité, c'est que la transition énergétique, ça suppose d'abord d'accompagner cette transformation, donc d'investir dans des actifs carbonés, des actifs au gaz, des actifs au charbon, et on peut trouver beaucoup d'autres exemples. Et je suis frappé par le relatif, si je peux me permettre, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans cette salle, je ne veux pas critiquer, mais il y a un peu de dogmatisme, je trouve, sur la thèse ESG. Oui, il faut privilégier les investissements décarbonés, mais il faut aussi privilégier des investissements dont l'objectif de moyen terme, ça peut durer plusieurs années, quelquefois une décennie, est de décarboner des actifs existants. Là-dessus, Thomas, c'est un problème probablement, est-ce que c'est pas un problème de valeur, en fait, parce qu'il faut à la fois acheter à un certain prix, mais il faut anticiper tous les capex de décarbonation. Et est-ce que, du coup, les cédants sont prêts à faire, on va dire, à factoriser dans leur prix déjà l'impact et l'enjeu de capex qui va derrière? Alors, tu as raison, ça suppose de prendre des risques réglementaires, contractuels, industriels sur la transformation de l'actif. Donc ça suppose que le fonds ait suffisamment de maturité. Il faut des fonds longs pour faire de la décarbonation. La décarbonation, ça se fait pas en 2 ans. Enfin, pas dans mon expérience. Ça demande plus de temps. Donc il faut des fonds longs. Il faut des fonds qui acceptent certaines prises de risques et qui, évidemment, vont exiger des retours plus élevés. Certains fonds de ce type existent, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, quand vous êtes en charge de vendre un actif avec une forte empreinte carbone, vous trouvez personne. Et je trouve ça quand même très dommage, parce que la réalité, c'est que, et j'espère que des fonds se créeront dans l'avenir pour investir dans cette thématique, avec l'acceptation. Vous voyez, je pense à beaucoup de transactions qui ont eu lieu, par exemple, en Europe, en Allemagne. Ces transactions se font à des niveaux de valorisation qui sont très, très dégradés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, vous payez le prix et que vous avez en plus en face un vendeur forcé, vous payez un prix qui est très dégradé. Je pense qu'il y a un besoin de capital dans ce domaine-là. Merci de confirmer que le grey to green est une bonne thèse. Évidemment, j'en suis aussi totalement convaincu. Et il y a effectivement moins de monde, parce que tout simplement, alors les normes vont changer, mais tout simplement, effectivement, ça ne coche pas les cases pour les grands LP, comme tu le dis. Donc voilà. Il y a aussi un autre aspect en plus de ce que tu dis, qui est d'acheter des actifs carbonés et puis de faire les capex pour les décarboner. Il y a aussi beaucoup de besoins sur le scale-up de matières vertes. Que ce soit dans le plastique, dans les aciers, dans les matériaux de construction. Il y a vraiment énormément de besoins dans les chaînes de valeur des grands groupes, et beaucoup de dossiers qui sont souvent des dossiers de gré à gré avec des plus petits fournisseurs que les grands groupes, donc des dossiers aussi plus longs à exécuter, plus difficiles, sur lesquels il faut mettre une force de travail plus intense qu'un deal dans un marché où tout va bien, où on fait un appel d'offres et en 2 mois on a acheté une belle société. Là, ce sont des dossiers plus longs et qui nécessitent beaucoup de capital. Donc moi, je pense que naturellement, le vide va se combler sur ces sujets-là et qu'on verra de plus en plus émerger,
tous les cas je l'espère, des alliances entre industriels, fournisseurs et fonds sur le scale-up des matières vertes, qui est essentiel pour la décarbonation, parce qu'il n'y a pas que l'énergie. Évidemment, tout est lié à l'énergie quand même, dans ses sources et ses usages, mais il y a un moment où il faut produire une matière qui est décarbonée. Et donc pour la produire, il faut aussi augmenter les capacités de production et donc mettre du capex. Est-ce qu'on n'atteint pas les limites de ce qu'est l'infrastructure ? Alors, c'est vrai qu'on peut considérer ça soit en private equity s'il n'y a pas de contrat long terme ou de barrière à l'entrée. Enfin, il faut reprendre les critères classiques de l'infrastructure, qui est quand même une certaine sécurité sur des flux. Mais il y a des sujets qui peuvent se structurer avec des contrats d'off-take plus ou moins longs. Il y a des sujets qui peuvent se structurer avec des fortes barrières à l'entrée. Il y a des... C'est un peu ton truc, la frontière de... Où sont les frontières de l'infrastructure ? Bon, il y a des sujets quand même de CAPEX et de scale-up de production qui peuvent se structurer de type infrastructure. Et il y en a d'autres qui sont plus PIB. Il y a potentiellement une alliance à faire entre les fonds et les industriels pour que finalement les industriels fassent leur part du travail avec des contrats d'off-take longs. Il y a des nouvelles alliances qui se créent vraiment avec la décarbonation un peu partout, même entre grands groupes. Les exemples sont très nombreux, donc oui, ces nouvelles alliances existent. Juste pour revenir, c'est vrai que le private equity, en règle générale, n'aime pas trop le CAPEX. Donc il y a un petit creux entre le CAPEX qui n'est pas structuré comme pour de l'infra et celui qui pourrait être porté par du private equity. Voilà. Il y a un petit creux de financement, à mon sens. D'autres questions ? Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, M. Picard, vous aviez évoqué le fait qu'il y ait que la taille des fonds, en tout cas notamment en France, mais en Europe aussi, pouvait poser problème, puisqu'il se situe entre 10 et 30 milliards, que les transactions étaient appelées à devenir de plus en plus importantes. Donc on avait évoqué une solution qui pouvait être en fait de penser à des co-investissements entre différents fonds pour réduire la part de l'investissement de chacun. Mais est-ce qu'on peut penser à des solutions dans le sens inverse, c'est-à-dire plus de consolidation au niveau de fonds, donc essayer de faire des fonds beaucoup plus gros, je ne sais pas avec quel type de LP on va réussir à trouver ça, mais pourquoi pas, ou alors peut-être faire plus appel au marché des capitaux et donc penser qu'il y aurait de plus en plus en fait d'introduction de shares de SPV en fait sur les marchés boursiers européens. Oui, c'est une question intéressante. Je vois que Marion nous a quittés, hélas. Mais c'est vrai que, je pense que la solution, c'est une combinaison de tout ça. C'est-à-dire des fonds qui vont augmenter de taille de manière importante. On l'a vu ces dernières années, en général, les millésimes multiplient par 1,5 leur taille, d'un millésime à l'autre, quelquefois 2. Et cette tendance-là s'est un peu ralentie depuis 18 mois, depuis 24 mois. Et on le voit, les objectifs de levée de fonds n'ont pas toujours été atteints. Certains l'ont atteint avec plus de difficultés, plus de temps. Mais je pense que là où aujourd'hui, les fonds de plus de 10 milliards sont pas très nombreux. Celui d'Ardian est de 10 milliards. Malheureusement, Marion n'est plus là pour en parler. Mais celui qui est en cours de levée, de mémoire. Et les plus gros, c'est les fonds de GIP, qui est maintenant une filiale de BlackRock, de Brookfield, de KKR, qui sont des fonds entre 20 et 30 milliards. Je pense que ces fonds-là sont appelés à atteindre des montants qui seraient de 50 milliards. Et je l'espère parce que c'est seulement comme ça, vous savez, les règles d'allocation dans les fonds font qu'en général, vous mettez 10-15% maximum du fonds dans un seul investissement, et puis ensuite vos LP peuvent faire du co-investissement à vos côtés et doubler la taille du ticket. Enfin, par rapport aux besoins dont on parle, notamment dans le secteur de la transition énergétique, je pense que c'est une nécessité. Et puis à côté de ça, il y aura les investisseurs directs. On les voit quand même assez présents, les grands fonds canadiens, australiens, les fonds souverains du Moyen-Orient et d'Asie, qui, je pense, pourraient jouer un rôle plus important que celui qu'ils jouent aujourd'hui en termes de volumétrie d'investissement. Et enfin, il y a la bourse. Effectivement, la bourse est toujours une alternative, mais bon, la bourse présente elle aussi des problèmes de capacité d'absorption des grosses transactions. Donc nous, on est impliqué en ce moment, par exemple, sur des processus de dual track où on regarde en parallèle une route privée et une route de mise en bourse sans savoir laquelle fonctionnera. Et dans certains cas, quand on fait une mise en bourse, on essaie de trouver des anchor investors, c'est-à-dire des investisseurs qui participent pour une large part à l'appel au marché. Donc ce sera, je l'espère, une combinaison de ces facteurs. Mais pour aller dans ton sens, quand même, si on regarde sur un cycle très long,
sur ces 10-20 années, et corrigez-moi si vous avez une autre idée, mais la fraction du capital qui se déploie sur les actifs réels continue d'augmenter. Bien sûr, on a eu un à-coup là sur ces 2 dernières années, un peu d'assèchement de la classe d'actifs, actifs réels et des levées de fonds globales. Je ne parle pas que de l'infrastructure, je parle de l'ensemble des levées de fonds des actifs réels. Et puis il y a eu cet à-coup en 2022 sur les bonds, etc., etc. Mais globalement, le trend long, c'est quand même une augmentation de la part dans les portefeuilles, moi en tout cas me semble-t-il, des actifs non cotés. Et donc, par conséquent, au sein de ces actifs non cotés, aussi de l'infrastructure. Donc ce trend de long devrait juste compenser un petit peu le fait que les sociétés de gestion se concentrent et que les tailles devraient accompagner l'accroissement des grands fonds et compenser la concentration des sociétés de gestion entre elles. Après, quelle est l'ampleur? Est-ce qu'il y a un effet de ciseau? J'en sais rien. Mais ce trend-là n'est pas aujourd'hui remis en question. Et ça revient à cette question de création de valeur sur le long terme, qui est effectivement extrêmement utile pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la décarbonation. On arrive, je crois, à 13h, donc qui est un peu le gong de fin. Mais s'il y a encore quelques questions, je pense que les uns et les autres seront heureux d'y répondre. Bonjour. Oui, vous avez évoqué du coup le financement d'actifs carbonés pour les décarboner. Et du coup, à votre avis, sur les 100%, sur les 100%, d'actifs carbonés qu'on a, à votre avis, c'est faisable sur environ la moitié, un quart ou sur tous, je sais pas. Alors bon, ça dépend de quelle classe d'actifs on parle, mais une partie des actifs carbonés ont vocation à fermer. Une centrale au charbon en Europe, en général, elle n'a pas beaucoup d'années à vivre encore avant de fermer. Vous avez vu que par exemple la loi allemande prévoyait la fermeture de toutes les centrales au charbon en 2038, et en fait en 2030-2032, elles seront probablement toutes mises à l'arrêt. Et au fond, c'est une bonne chose. Mais les centrales au charbon, c'est un peu un exemple extrême. Les centrales au gaz, typiquement, sont des actifs flexibles qui ont une utilité importante dans l'équilibre du système électrique. Ceux-là, ils ont vocation à perdurer. Dans certains cas, on pourra mettre en place des techniques de capture du carbone. Elles brûleront de plus en plus de biométhane au lieu de brûler du gaz fossile. Donc elles vont quand même se décarboner en partie. C'est vrai qu'il y a des actifs qui sont très difficiles à décarboner. Et donc ça pose un peu la question de est-ce qu'il ne faut pas accepter aussi qu'il y ait une part de notre génération d'électricité, par exemple, qui soit durablement carbonée. Tout ça, c'est des équilibres qui sont quelquefois difficiles à trouver. Oui, c'est vrai, quand on est propriétaire d'un actif carboné, souvent, une partie de la solution, c'est une transformation, et une autre partie, quand même, faut le dire, c'est la fermeture des installations. Un grand merci à tous pour votre participation, votre attention, et surtout merci à Marion qui n'est plus là, mais Pierre, Thomas et Lucie pour votre éclairage très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci.